Un vol long courrier ne met pas votre stratégie de sommeil à l'épreuve au décollage. Le vrai test arrive 5 heures plus tard, quand vous avez la bouche sèche, les genoux raides, la nuque endolorie, qu'il fait froid en cabine et que votre voisin de derrière a ouvert son hublot sans aucune raison. C'est là que la plupart des astuces de voyage s'effondrent. Alors, plutôt que de vous donner une énième liste de conseils au hasard, l'approche ici a été de rechercher les techniques dont tout le monde parle, d'analyser ce que disent les compagnies aériennes et les sources médicales sur le sommeil, la lumière, le mouvement, l'alimentation et le décalage horaire, et d'étudier de près ce que les voyageurs fréquents répètent sans cesse. Un vol de 14 heures a ensuite servi de test grandeur nature. Ce qui suit détaille ce qui a vraiment aidé, ce qui n'était utile qu'en apparence sur Internet, et ce qui peut rendre un long vol moins épuisant avant même l'atterrissage. Soyez particulièrement attentif au numéro 4, car cela semble trop simple pour être important, mais cela peut changer l'état de vos jambes, de votre dos et de vos pieds à la sortie de l'avion. Numéro 10. Le test du coussin de voyage. Un cale-nuque n'est pas censé être doux. Il est censé empêcher votre tête de tomber. C'est là que la plupart des passagers se trompent. Ils achètent le modèle qui a l'air épais, moelleux et confortable, l'enroulent autour de leur cou et attendent que le sommeil vienne. Mais 2 heures plus tard, le menton tombe en avant, les épaules se crispent et la tête ne cesse de sursauter au moindre assoupissement. On accuse souvent l'oreiller, mais le vrai problème, c'est qu'il n'a jamais passé le seul test crucial. Votre tête peut-elle se détendre sans s'affaisser? Si le menton tombe vers l'avant, l'oreiller ne protège pas votre sommeil. Il est simplement posé autour du cou. Pour les voyageurs de plus de 60 ans, un mauvais angle peut se transformer en épaules raides, en mal de tête ou en douleur dorsale avant même l'atterrissage. Et dès que le cou envoie des signaux d'inconfort, le cerveau ne peut pas déconnecter complètement. La solution est simple. Avant de faire confiance à un oreiller de voyage sur un vol long courrier, testez-le en position assise et non allongé chez vous. L'oreiller le plus efficace n'était pas le plus mou, c'était celui qui maintenait la tête stable et empêchait la chute vers l'avant. S'il pousse la tête en avant, laisse le menton ballant ou soulève les épaules, il paraîtra confortable à l'embarquement mais échouera pendant le vol. La douceur est agréable pendant 10 minutes. Le maintien, lui, compte encore à la 6e heure. Mais l'oreiller n'est qu'une partie de l'équation. Numéro 9. Le test du siège côté hublot. Le hublot peut favoriser le sommeil, mais seulement s'il ne devient pas un piège. Au début, cela semble être le choix évident. Personne ne vous enjambe. Le chariot ne cogne pas votre épaule. Vous pouvez vous appuyer contre la paroi. Vous contrôlez le cache-hublot. Mais voici le problème. Le siège côté hublot ne fonctionne que si tout ce qui est important est déjà à portée de main. De l'eau, des lunettes, des bouchons d'oreille, un masque, un vêtement chaud, vos médicaments, des mouchoirs, un chargeur, un petit encas. Si l'un de ces objets se trouve dans le coffre à bagages, votre siège côté hublot perd tout son calme et devient un vrai casse-tête. C'est d'autant plus vrai pour les voyageurs plus âgés. Vous vous réveillez avec la gorge sèche, mais vous ne voulez pas déranger vos 2 voisins. Vous avez froid, mais votre veste est là-haut. Vous devez aller aux toilettes, mais vous attendez trop longtemps pour ne gêner personne. Ce siège offrait de l'intimité, mais un manque de préparation a gâché votre confort. La solution est de traiter votre place comme un petit coin nuit personnel. Avant le décollage, placez vos indispensables dans la pochette du siège, dans votre sac sous le fauteuil ou dans une petite trousse à portée de main. Ne rangez jamais votre seule épaisseur chaude, vos médicaments ou vos accessoires de sommeil en hauteur. Le côté hublot est idéal, à condition d'être prêt avant que la cabine ne soit plongée dans le noir. Numéro 8. Le problème du côté couloir. Le siège côté couloir semble pratique, jusqu'à ce que tout le monde vous frôle toute la nuit. Vous pouvez vous lever librement, accéder au coffre à bagages et éviter d'enjamber vos voisins. Pour les voyageurs ayant les genoux raides, des problèmes de vessie ou un besoin de bouger, c'est un vrai avantage. Mais pour dormir, le couloir a un coup caché. Un passager vous frôle le bras, un sac cogne votre épaule. Le chariot passe à côté de vous. Quelqu'un s'agrippe à votre dossier en marchant. Aucun de ces moments ne semble grave en soi, mais mis bout à bout, il fragmente totalement votre sommeil. Le sommeil fragmenté est frustrant car on a l'impression d'avoir fermé les yeux sans pour autant avoir récupéré. La solution est de considérer le siège côté couloir comme un espace de mouvement, plutôt que comme un lit idéal. Gardez vos bras et vos jambes dans votre espace. Ne vous penchez pas vers l'allée pour essayer de vous reposer. Mettez votre casque avant que la cabine ne devienne bruyante, pas une fois que l'agacement s'est installé. Laissez votre ceinture visible par-dessus la couverture pour que l'équipage n'ait pas à vous réveiller lors des vérifications. Choisissez votre siège selon la priorité de votre corps. Le hublot pour protéger votre sommeil, le couloir pour la liberté de mouvement. Numéro 7. Le test du timing des repas.
Le plateau repas complet peut discrètement gâcher votre meilleur créneau de sommeil. Les lumières restent allumées, l'équipage commence le service, tout le monde déplie sa tablette. Le plat arrive, puis le dessert, le café ou le thé, et enfin le débarrassage. Le temps que la cabine se calme, votre corps est repu, assoiffé, à chaud et n'est pas prêt au repos. L'astuce n'est pas de sauter le repas, ce qui peut être risqué si vous prenez des médicaments ou avez besoin d'énergie. L'astuce est de manger plus léger avant la phase de sommeil pour que votre corps ne passe pas 2 heures à lutter pour digérer. C'est un enjeu concret. Reuters rapportait en juin 2026 que Qantas conçoit ses futurs vols ultra-long courriers autour du sommeil, de la lumière, du mouvement et du timing des repas, avec des chercheurs qui façonnent l'expérience en cabine pour des vols frôlants. Les 20 heures. Pour les voyageurs plus âgés, l'heure des repas ne joue pas seulement sur le confort. Elle influe sur le reflux, la glycémie, la tension, les passages aux toilettes et la sensation de lourdeur à l'arrivée. La solution n'est pas de finir son plateau simplement parce qu'il est là. Mangez juste assez pour être bien. Évitez le café ou le thé tardif si vous voulez dormir et gardez un petit encas à portée de main. Sur un long courrier, le plateau repas n'est pas qu'une question de nourriture. C'est une décision stratégique pour votre sommeil. Numéro 6. L'astuce de la capuche. Un sweat à capuche peut être plus efficace qu'un gadget high-tech car il réduit l'aspect public de la cabine. Même les yeux fermés, une partie du cerveau continue d'analyser l'environnement. Les écrans brillent, l'équipage circule, les voisins bougent, les liseuses s'allument. Une capuche, une écharpe ou une veste souple créent une petite bulle. Cela apporte de l'obscurité, de la chaleur et de l'intimité d'un seul coup. Cela signale au cerveau qu'il peut relâcher son attention. Pour les seniors, la chaleur est aussi cruciale. Avoir froid aux épaules ou au cou raidit rapidement les muscles. Des muscles tendus entraînent un sommeil léger et dès que le corps se crispe, la moindre nuisance sonore paraît amplifiée. La solution est de garder une épaisseur douce à votre siège avant le décollage et non dans le coffre à bagages. Enfilez-la avant d'avoir froid, pas quand vos épaules sont déjà contractées. Le but n'est pas de se cacher, mais de se protéger. L'idée est de créer une barrière apaisante entre votre corps et la cabine. Si votre seule épaisseur chaude est enfouie au-dessus de vous derrière les bagages de quelqu'un d'autre, ce n'est plus un outil de sommeil, c'est juste un bagage. Numéro 5. L'astuce sonore qui fonctionne vraiment. Le meilleur son en avion n'est pas beau. Il est ennuyeux. La musique aide quelques minutes, mais l'esprit finit par la suivre. Un podcast capte l'attention à la moindre phrase intéressante. Un film force le cerveau à suivre une histoire. Le son qui a marché était constant et oubliable. Bruit blanc, bruit brun, pluie légère ou un fond instrumental sans parole. Quelque chose d'assez plat pour que le cerveau n'ait aucune raison d'écouter. C'est important car le bruit d'un avion n'est pas seulement fort, il est imprévisible. Un signal de ceinture, une roulette de chariot, une porte de toilette, un bébé, une toux, un emballage qu'on ouvre. Le cerveau tolère bien mieux un bruit régulier qu'un bruit soudain. Pour les voyageurs de plus de 60 ans, c'est d'autant plus pertinent que le sommeil est souvent déjà plus léger. Un son brusque ne vous réveillera peut-être pas tout à fait, mais il peut vous sortir d'un repos profond et vous laisser dans ce demi-sommeil superficiel qui n'est jamais réparateur. La solution est de choisir un son qui rend l'avion ennuyeux. Si l'audio vous fait réfléchir, suivre une histoire, vous rappeler des paroles ou attendre la suite, il n'aide pas à dormir. Utilisez un bruit de fond neutre dès le début, avant que la cabine ne devienne agaçante, et gardez un volume raisonnable pour atténuer les bruits soudains sans vous agresser les oreilles pendant des heures. Numéro 4. Le test de position des pieds. En avion, le sommeil s'arrête souvent sous les genoux. Le problème ne vient peut-être pas de l'oreiller, du siège ou du bruit. Après quelques heures, les vrais coupables sont les pieds, les chevilles, les genoux et le bas du dos. Les pieds gonflent, les chaussures serrent, les chevilles s'alourdissent, les genoux flottent bizarrement et les hanches se bloquent. Il n'y a pas de douleur vive. Mais l'inconfort est assez persistant pour interrompre votre repos. Les directives de santé recommandent de ne pas rester assis trop longtemps sans bouger pour éviter que le sang ne stagne dans les jambes et conseillent de se lever, de marcher un peu et de faire travailler les mollets durant les longs trajets. Pour les voyageurs plus âgés, ce n'est pas seulement une question de confort. Des chevilles raides et des pieds gonflés peuvent rendre les premiers pas après l'atterrissage bien plus difficiles. La solution est de changer la position du bas du corps avant que l'inconfort ne s'installe. Gardez les pieds à plat un moment. Bougez doucement les chevilles. Ajustez vos talons. Relâchez les genoux. Levez-vous ou marchez quand le signal des ceintures est éteint et que les conditions le permettent. N'attendez pas que vos jambes protestent. Le but n'est pas de faire du sport dans l'allée, mais d'empêcher votre corps de se bloquer. Numéro 3. La règle des chaussettes de contention. Les bas de contention n'ont rien de glamour,
et c'est exactement pour ça que beaucoup de voyageurs les ignorent. Personne ne les glisse dans sa valise avec enthousiasme. Pourtant, sur un vol très long, ce manque de style est un atout, car il règle les problèmes qui vous empêchent de dormir. Les bas de contention ne vous endorment pas. Ce qu'ils font pour beaucoup, c'est réduire cette sensation de jambes lourdes, serrées et gonflées qui rend le repos difficile. Pour les passagers plus âgés, cela peut changer toute l'expérience de l'atterrissage. Mais attention, l'avis médical compte. Si vous avez des problèmes de circulation, du diabète, des œdèmes, des risques de caillots ou d'autres soucis de santé, parlez-en à un médecin avant de partir. Le type, la taille et le moment comptent énormément. La solution, si ces bas vous conviennent, est de les enfiler avant que le problème ne commence. Pas quand vos pieds sont déjà gonflés. Utilisez-les en complément du mouvement et non pour remplacer les rotations de cheville, les exercices de mollets ou les petites marches. Moins d'inconfort dans les jambes, c'est moins de signaux parasites pour le corps. Et moins de signaux parasites, c'est un meilleur repos. Numéro 2. L'avertissement sur les somnifères. Un vol long courrier n'est pas l'endroit idéal pour tester une aide au sommeil pour la première fois. La tentation est réelle. Une pilule, un complément, quelque chose pour faire disparaître le vol. Certains voyageurs utilisent des somnifères, mais uniquement sous contrôle médical. Mais un avion n'est pas une chambre à coucher, et un vol de 14 heures n'est pas l'endroit idéal pour découvrir comment votre corps réagit à une nouvelle substance. L'environnement change. Il y a des avoir besoin d'aller aux toilettes, de suivre les consignes de l'équipage ou de vous réveiller brusquement lors de la descente. La vraie question n'est donc pas La vraie question est de savoir si vous pourrez vous réveiller en toute sécurité si nécessaire. Les recommandations de la Mayo Clinic contre le décalage horaire précisent que les somnifères ne sont généralement conseillés qu'en dernier recours et mentionnent des effets secondaires comme la confusion, la somnolence matinale ou d'autres réactions. Pour les voyageurs plus âgés, c'est encore plus important. La désorientation, les vertiges ou les problèmes d'équilibre peuvent rendre la descente, l'immigration, la récupération des bagages ou une correspondance serrée bien plus difficile. La solution est de ne jamais tester un nouveau somnifère pour la première fois en plein vol. Parlez-en à un médecin avant de partir, surtout si vous prenez déjà d'autres médicaments. Une stratégie de sommeil ne doit pas compliquer votre arrivée. Elle doit vous aider à atterrir en pleine possession de vos moyens. Numéro 1. La méthode du sommeil en 2 blocs. La plus grande erreur sur les longs vols est d'essayer de dormir n'importe quand. Vous montez à bord fatigué, vous regardez un film, vous mangez quand le plateau arrive, vous scrollez tant que la lumière est allumée, puis vous essayez de dormir parce que tout le monde dort. Vous vous réveillez quand le service reprend, vous somnolez encore, puis vous réalisez qu'il ne reste que quelques heures. À l'atterrissage, impossible de dire si vous avez dormi 2 heures ou 7. La méthode des 2 blocs fonctionne car elle ne traite plus tout le vol comme une seule tentative de sommeil géante. Au lieu de ça, elle protège une fenêtre de sommeil principale et une période de repos plus légère plus tard dans le vol. Le premier bloc, c'est le vrai sommeil. Le second n'est pas censé offrir un repos profond jusqu'à l'arrivée. Il est conçu pour réduire la fatigue avant l'atterrissage sans vous laisser désorienter pendant la descente. Les conseils de la Mayo Clinic contre le décalage horaire recommandent de dormir dans l'avion s'il fait nuit à destination, mais de résister au sommeil s'il y fait jour. Ils précisent aussi que les seniors peuvent avoir besoin de plus de temps pour s'en remettre. Ce seul principe change totalement l'approche. Le but n'est pas de dormir le plus possible. Le but est de dormir quand cela facilite votre première journée sur place. La solution est de vérifier l'heure à destination avant le vol et de protéger une fenêtre de sommeil principale qui correspond à la nuit là-bas. Utilisez le second bloc, plus léger, uniquement pour réduire la fatigue et non pour dormir jusqu'à l'atterrissage. Réveillez-vous assez tôt pour boire un peu d'eau. Vous étirez doucement, retrouvez vos documents, remettre vos chaussures et passer en mode aéroport avant d'entamer la descente. Pour les voyageurs plus âgés, c'est là le vrai objectif. Pas de dormir 14 heures, mais d'arriver en étant capable de fonctionner. Bien dormir en avion, ce n'est pas seulement fermer les yeux, c'est surtout les ouvrir au bon moment.